Bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de la réussite pour oser réussir à ta manière. Si tu es entrepreneur ou si tu souhaites le devenir, cette interview va vraiment beaucoup t'aider pour te partager le parcours d'Alexia Cornu, qui est tout simplement une des références en France du coaching sportif pour les femmes, notamment dans le respect de leur physiologie féminine. Si tu sais pas qui c'est tout simplement une des références dans son domaine. Plus de 110 000 abonnés sur Instagram, de nombreuses personnes la suivent également sur YouTube. Elle intervient également parfois sur BFM TV ou alors sur Europe 1 en lien avec la santé et la physiologie féminine. C'est une personne qui m'inspire, que je connais depuis une vingtaine d'années, qui a un parcours à mes yeux fulgurant et qui a une hyper croissance dans son business depuis quelques temps. Elle a réussi à faire un pivot magnifique pour passer du physique au en ligne pendant le Covid. Elle a énormément d'enseignements à vous partager, notamment sur le fait d'oser réussir, la confiance dans la vie et le fait de finalement grandir, accueillir les échecs, les difficultés pour vraiment manifester dans sa vie des résultats hors normes. C'est une chance pour moi de l'avoir. On a passé 1 heure à discuter ensemble. J'espère que vous pourrez en profiter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner soit ici sur la chaîne de podcast ou sur YouTube et me mettre un petit commentaire en disant qui vous aimeriez peut-être avoir en interview prochainement et qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode. Les amis, profitez-en bien. Ciao. Oui, Alexia, Hello! comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va très très bien, merci. Avec grand plaisir. Je vais essayer de te présenter. Alors moi, il faut savoir que Alexia, on se connaît quasiment, certainement, ça fait quasiment 20 ans. On s'est connus avec nos survêtements sur les pistes d'athlée. Maintenant, on se suit sur les réseaux sociaux. Donc, la présentation brève que j'ai envie de partager, si je prends le système un peu factuel, bon, c'est une entrepreneur et elle sait de quoi elle parle. C'est une coach, alors sportif ou sportive, je ne sais pas comment je dois dire ça. Comme tu veux, les deux ça Ok. fonctionne. Alors, c'est la fondatrice du club By Alexia, que vous pouvez retrouver sur Instagram, peut-être sur YouTube aussi. Ouais, maintenant sur Alexia Cornu Coach, on met des choses sur YouTube aussi, ouais. Ok. Je vais continuer la présentation. De voir. C'est une cofondatrice de la FAP Academy, c'est Féminine Activité Physiologie. Alors, j'ai trouvé que c'est très écrit à l'américaine, très anglophone. Je me suis dit peut-être que plus tard, ça partira aux US. Mais tu es aussi auteur, enfin, co-auteur du coup. Présenté comme ça, on a l'impression que c'est un truc de dingue. Mais Alexia, c'est aussi quelqu'un. Alors, je partais de mon ressenti, quelqu'un d'assez réservé, d'être très très solaire, qui est surtout une ultra passionnée de tout ce qu'elle fait. Et j'ai la sensation, pour la connaître depuis très longtemps, qu'en fait, dès qu'elle fait quelque chose, elle est passionnée. Alors, à nous dire si c'est vrai ou pas. Et j'ai la sensation, en tout cas, vu de l'extérieur, que c'est une personne qui a le cœur sur la main et qui vit surtout sa vie pour la vivre. Le reste, après, viendra à elle. Est-ce que j'ai tort ou pas dans tout ce que j'ai dit? Non, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui effectivement vibrent beaucoup avec ce que je ressens aussi. C'est toujours hyper intéressant d'avoir la vision des personnes sur nous-mêmes parce que voilà, ça permet de voir aussi quelle image on projette aux gens. Et donc c'est chouette, j'aime beaucoup l'image que je te projette. Alors, pour tout le monde, peut-être que je suis un peu biaisé parce que moi, je l'ai connu sur les pistes d'athlétisme. J'ai vu tout son parcours aussi et on a toujours eu l'occasion de temps en temps de discuter. Donc, je la connais peut-être un peu plus de l'intérieur que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, même si lorsque je la vois, moi, sur les réseaux, ce que je la suis, je vois la même personne que je connais ailleurs. Je sais qu'elle a fait une vidéo récemment avec le livre qu'elle a sorti, on en parlera un petit peu, où tu as mis voilà, sur ensuite, juste, je crois que tu es arrivé de voyage. Voilà, je vous fais juste ça parce que j'adore. Et je me suis dit, en fait, c'est la même à l'extérieur que sur les réseaux. Donc, déjà, merci d'être là. Merci de me faire le privilège, en tout cas. J'ai déjà dit à d'autres personnes, mais c'est un podcast qui est autant égoïste que pour apporter aux gens. Pourquoi égoïste? C'est dans le sens de rencontrer des gens qui, moi, m'inspirent et pour découvrir un peu, en fait, décrypter ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs et des gens qui, je ne sais pas si on pourrait dire réussir, mais qui peuvent vraiment avancer et mettre des choses en place, quoi. Mais Donc ça, c'est merci, cool. merci à toi déjà de m'inviter. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Avec plaisir. Si toi, tu devais te présenter et rajouter des choses par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais dire?
Mmh, je rajouterais pas forcément énormément de choses. Après, c'est plus, tu vois, factuel. Donc effectivement, j'accompagne des femmes. Je suis, spécialisée en physiologie féminine. J'ai une formation à la base de préparateur physique. J'ai fait STAPS et puis ensuite, au fur et à mesure des années, je me suis formée sur, les spécificités des personnes que j'accompagnais, donc les femmes ménopausées. Donc je suis devenue experte de ce sujet-là et également tout ce qui est autour de la sphère, abdominopérinéologie. Donc, tout ce qui est, voilà, autour des problèmes liés, au périnée. Donc j'accompagne exclusivement des femmes. C'est un choix que j'ai fait, dès le début de ma carrière et puis j'ai toujours été entrepreneur puisque j'ai créé ma première boîte en sortant de STAPS, donc j'avais 20 ans et ensuite, j'ai eu un parcours, qui m'a amenée à vivre aux États-Unis pendant près de 8 ans, dans la Silicon Valley, en Californie et puis aujourd'hui, je suis nomade, donc je travaille, exclusivement en ligne depuis maintenant, 3 ans, depuis le covid, hein, tout simplement et puis, je continue d'aider donc les mêmes personnes que j'aide depuis le début, donc ça fait 14 ans que j'aide des femmes, plutôt autour, de la périménopause, de la ménopause, mais aussi, voilà, un petit peu plus jeune et un petit peu après aussi la ménopause. Ce qui m'apporte beaucoup de plaisir, comme tu le disais, je suis passionnée, de ce que je fais, je suis totalement en amour avec les personnes que j'aide et j'adore, la façon dont ma vie, en fait, me nourrit avec, que ce soit professionnellement ou par les voyages plus personnellement. OK, j'adore. J'adore parce que je voulais faire un première partie sur, en fait, ton parcours. Donc en fait, tu as lancé ta première boîte dans le coaching sportif, individualisé à la maison. C'est de mémoire, c'était quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, donc j'étais, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'entre ma deuxième et ma troisième année, de STAPS, et j'ai demandé mon DUG, parce on l'a Ouais. pas tout le monde fait la licence, donc on te donne plus forcément le DUG, mais je l'ai demandé pour pouvoir récupérer ma carte professionnelle et avec cette carte professionnelle, j'ai monté ma boîte pour pouvoir faire le stage de ma troisième année sur mon entreprise. Donc en gros, j'étais à mon compte avant Mmh. d'avoir ma licence et donc pendant 1 an, en fait, j'ai suivi des femmes, donc qui avaient, dont ma mère et donc des amies à elle, des personnes qui avaient le même profil qu'elle. Je les ai suivies, en fait, pendant plus de 6 mois avec un accompagnement sport, nutrition, bien-être, pour voir justement quels étaient l'impact sur leur composition corporelle et sur comment est-ce qu'elles se ressentaient. Et c'est un voilà, c'était à la base, le projet, c'était pour aider ma maman et parce que j'avais vraiment envie de faire du coaching individualisé, ça me parlait beaucoup et ça s'est super bien passé sur mon stage, j'ai eu des très bons résultats et puis à la fin du coup de ma licence, j'ai décidé de continuer dans cette voie, donc de me mettre à mon compte pour pouvoir, vivre de cette activité-là, donc du coaching à domicile pour les femmes, avec déjà un accompagnement holistique. OK. J'aime bien, parcourir le parcours et faire un vrai parallèle. C'est que là, on parle donc, hem, 20 ans, c'est-à-dire c'est à peu près vers les années 2010, Ouais, à peu près? 2010 exactement, OK. ouais. Donc on a à peu près le même âge et on est en 2024. On passe d'une Alexia qui crée sa boîte, qui fait quelques coachings individualisés, personnalisés, dans la même optique. C'est-à-dire que tu as toujours eu le même esprit, mais qui fait ça, donc de mémoire à l'époque à Tours, si ma mémoire est bonne, ou peut-être à côté, à Alexia aujourd'hui avec qui je discute, qui a finalement une communauté d'au moins 110 000 personnes sur Instagram, qui a coécrit, qui a fondé plusieurs euh, entreprises. Est-ce que quand tu t'es lancé à 20 ans, t'imaginais tout ça? Non, mais j'ai jamais manqué d'ambition, Mhm. Ok. mais j'ai jamais non plus, en fait, après, c'est plus moi, je travaille beaucoup et je suis passionnée par ce que je fais. Je parle avec beaucoup de gens et je prends un maximum d'inspiration, partout et puis après, bah, je vois ce qui s'amène à moi, en fait. Donc je peux pas dire genre ça arrive tout seul, parce que ce serait complètement mentir, je travaille Mhm. comme une dingue. Mais d'un autre côté, de dire, «Est-ce que j'avais prévu, d'avoir, 2 boîtes, 14 personnes qui bossent pour moi, d'écrire un livre, de faire des chroniques sur Europe 1?» Non, genre j'ai jamais prévu de faire ça. Enfin ça faisait pas partie du plan à la base. Ok. Hem, le plan c'était d'être épanouie dans mon quotidien, ça a toujours été et d'aider vraiment les personnes pour qui ça faisait du sens pour moi d'aider, enfin vraiment. Donc c'est pour ça que toutes mes clientes ont le profil clairement de ma mère. Tu regardes, ça part de là, hein, vraiment et je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai des connaissances sur, le sport, j'ai une empathie qui est extrêmement développée
Et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour que, il y a trop de femmes, en tout cas autour de moi, il y en avait trop qui souffraient. Et je me suis dit: «Mais en fait, moi, j'ai des super outils, avec le sport, avec mes connaissances en nutrition», et je voyais le bien que je faisais aux gens aussi juste à les écouter, tu vois? À leur donner un espace d'attention, d'écoute, où elles pouvaient parler et où en fait, moi, je recevais et j'étais là: «C'est OK, en fait». Enfin, tu vois? Juste de leur donner de l'attention, de la bienveillance et quand tu vois que, bah, quand tu fais ça, tu fais des miracles où tes personnes, tu transformes leur vision d'elles-mêmes et que ça change vraiment leur quotidien, bah, ça nourrit et du coup, bah, c'est trop bien. Enfin, ça va, il y a vraiment beaucoup de sens dans ce que je fais, ça m'épanouit à fond, quoi. OK. J'adore ce truc. Je suis vraiment fan de, les gens qui vont écouter ce podcast et qui me connaissent savent que je suis fan et vraiment obsessionnel de la compréhension de ce qui se passe dans la tête des gens, d'un point de vue neurologique, d'un point de vue ésotérique en lien avec le fonctionnement de l'univers. Et ce que tu me partages, pour moi, c'est une vraie masterclass. C'est-à-dire que tu me partages vraiment dans ta tête comment ça a fonctionné. Et finalement, le maître mot déjà de ton parcours, premier abord, finalement, c'est la passion. C'est-à-dire que toi, ton but, ton but, c'est d'être épanoui dans ta vie, mais aussi de contribuer à des personnes, enfin, pour des personnes pour lesquelles ça a vraiment un impact, en fait. Et ça peut s'arrêter là, en fait. Après, toi, tu as monté beaucoup plus haut par rapport à ce que tu sais faire, par rapport à la qualité de que tu proposes. Dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, euh, la réussite ne vient pas sans qualité. Alors ça, c'est ma projection, c'est ma pensée. Désolé pour tout le monde, c'est une croyance. Vous pouvez peut-être vous la faire tatouer, après ça peut être bien. Mais on le voit à travers ces mots. Bon, on peut continuer, mais je voulais déjà te remercier, toi, ça fait quelques minutes qu'on est là, mais je voulais vraiment te remercier par cette passion que tu as là. Juste pour poursuivre un petit peu, donc 20 ans, tu crées ton entreprise, tu développes ton entreprise, après, tu pars vivre aux États-Unis. Ouais, je pense que c'est C'était un quelle période? gros game changer. Je pars en septembre 2014 m'installer aux Ok. États-Unis et j'ai toujours rêvé de j'étais toujours hyper attirée par les US. Hem, pourtant mes parents y avaient jamais mis les pieds et on n'était pas forcément culture américaine à la maison, quoi que ce soit. Mais je sais pas, tu vois, on a grandi avec les Disney, avec les Friends et tout ça et donc je sais pas, ça m'a toujours attirée et j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. C'était vraiment, voilà, le premier voyage que j'ai fait seule à 18 ans, c'était partir aux États-Unis et cetera. Et donc je fais mes 4 années, à mon compte, à Tours, comme tu le disais tout à Mhm. l'heure. Ça se passe très bien. Mon activité se développe super bien. Je j'adore ce que je fais. Je fais aussi à côté, j'ai un club de marche nordique, je suis coach athlée santé, j'ai 140 adhérents, j'ai, une trentaine de cours en one on one réguliers, donc je bosse 70 heures semaine à peu près et j'adore ce que je fais. C'est génial et puis je suis super jeune, je me fais la main, j'apprends plein de choses, beaucoup de formations aussi et en fait, je vois les 25 ans arriver et je me dis: «Je suis déjà un peu en train de vivre ma meilleure vie. Comment est-ce que je vais choper, encore plus?» et j'étais hyper heureuse dans ce que j'avais, mais je voulais plus et puis je pense que je me sentais un peu étriquée, je sais pas comment t'expliquer ça, pas forcément à ma place. Aussi, on m'en avait mis un petit peu plein la tronche, dans mes premières années d'entrepreneuriat. Alors ça marchait très bien, donc j'étais très contente. Mhm. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de remarques de, «Tu es une nana, tu t'installes à ton compte, ça marchera pas» et cetera. Enfin, j'en avais un peu marre de ces tu sais, de ces des croyances limitantes des autres. J'avais envie d'être avec des gens qui avaient pas les mêmes croyances limitantes et qui voyaient plus grand que les gens qui m'entouraient. Et du coup, les États-Unis, c'était idéalisé, hein, parce que j'avais jamais vécu, donc je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'avais l'impression, en tout cas, ça m'appelait. Et j'ai joué à la loterie pour gagner la carte verte que Ok. j'ai eue, du coup, donc j'ai pu partir grâce à ça parce que, voilà, l'immigration américaine, c'est pas très simple d'avoir des visas, donc j'ai eu de la chance par rapport à ça. J'ai joué, j'ai gagné. Donc je suis partie en 2014, toute seule, dans la Silicon Valley, dans la région de San Francisco, en Californie et j'ai remonté mon activité que j'avais en France, là-bas. Donc j'ai Mhm. recommencé à faire des cours de marche nordique, du one on one, à domicile et cetera et c'est pareil, ça s'est super bien passé là-bas, ça a bien grossi et j'étais pareil, j'adorais ce que je faisais. Enfin, je me suis un peu épuisée, enfin un peu beaucoup. Je fais un burn-out en 2016 parce que j'aime tellement ce que je fais que je m'oublie complètement et puis il y avait un petit peu cette ambiguïté avec le décalage horaire parce qu'il y a 9 heures de décalage horaire avec la France et Ouais. donc du
coup, j'avais cette espèce d'hyper-vigilance en permanence aussi, par rapport au décalage de: «Est-ce que ma famille, est-ce que tout va bien?» Parce que quand tu dors, eux, ils vivent et cetera. Enfin Mhm. voilà, je pense qu'il y avait eu les attentats aussi que quand tu es quand tu très loin, tu vois, tu te réveilles le matin et tu vois qu'il s'est passé plein de choses et que tu as loupé plein de trucs et donc plein de choses qui font que je dormais très peu. C'est ça le fin mot de l'histoire et que j'ai fait un burn-out parce que je dormais plus. Voilà, tout Ok. simplement. Donc j'ai réussi à remettre en place une routine sommeil du coup, mais ça m'a beaucoup appris sur moi et ça m'a beaucoup fait changer dans mon approche professionnelle parce que, hem quand tu es quand tu sportif depuis toujours, que tu as une alimentation saine, hem, que tu es très stable au niveau de ton environnement familial et amical, ce qui était mon cas en France, heu, c'est facile de donner des conseils, mais tu les as pas forcément vécus. Quand tu te retrouves à l'autre bout du monde, déraciné, loin de ta famille, que tu as plus tes amis proches autour de toi, que professionnellement, il faut tout reconstruire, que tu commences à avoir des troubles du sommeil, quand tu commences à avoir des troubles alimentaires et là, c'est autre chose et donc j'ai dû, faire un gros travail sur moi en utilisant tout ce que j'avais appris. Donc j'ai pu m'appliquer les Mhm. conseils que je donnais et ça m'a permis de me rendre compte aussi, que, bah, certaines choses, ça marchait très bien, mais d'autres, ça marchait pas forcément et donc ça m'a renvoyé aussi à tout un tas de formations que j'ai fait sur la santé, sur la physiologie. Je me suis beaucoup intéressée à la naturopathie à ce moment-là aussi, pour essayer d'avoir plus d'outils encore et ça m'a permis de faire évoluer mes coachings, parce qu'après j'avais encore plus d'outils aussi à apporter, aux clientes que j'ai accompagnées. Donc ça a été, finalement un épisode de ma vie, très difficile, mais très positif aussi. Il y a beaucoup de cadeaux cachés dans toutes les épreuves qu'on vit et il y a plus de cadeaux dans les épreuves difficiles que quand c'est facile au final. Donc cette épreuve-là m'a vraiment apporté beaucoup de choses et a vraiment fait évoluer énormément, mes accompagnements. Ok. C'est fascinant parce que déjà tu plonges dans un truc que moi j'adore voir, c'est finalement dans une réussite apparente, en fait, entre guillemets, bah, il y a quand même des moments difficiles. Là, ce que tu viens de nous partager, j'ai la sensation en tout cas que c'était un moment qui était certainement délicat, à la fois humainement en tant que personne, en se disant, bah, voilà, ce qui m'arrive, c'est quand même pas cool, trouble du sommeil, trouble alimentaire. Alors, moi, je suis convaincu que le trouble de sommeil, c'est pour moi l'une des pires tortures qui existent. Alors, j'ai un très mauvais sommeil, en plus j'ai un bébé de 15 mois, donc autant dire que le sommeil est difficile, mais c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et en fait, donc, je trouve que personnellement, euh, c'est un challenge. Et je me pose la question, c'est en tant que professionnel de la santé, est-ce que ça n'a pas été un challenge supplémentaire de te dire que toi, finalement, entre guillemets, hein, tu as pu tomber dans cette difficulté-là? Alors que finalement, peut-être que tu devais être un exemple, mais l'idée c'était d'animer ça, quoi. Ouais, après je pense que ça dépend où est ton ego à ce moment-là. Moi j'étais tellement dans la bienveillance avec mes clientes, à toujours essayer de les comprendre et à ne pas les juger. Je me sentais pas forcément supérieure, je savais que ce qu'elles traversaient, ça pouvait être difficile, qu'il y a toujours des raisons quand tu as, voilà, des problèmes alimentaires, des problèmes de sommeil et cetera, quand tu as du mal à te motiver pour faire du sport, enfin voilà, c'est qu'il y a toujours des choses derrière. Hem et ce que j'ai compris, moi, c'est l'importance de l'entourage, l'importance aussi d'être sur des fondations solides et j'avais sous-estimé en partant, parce que les fondations étaient tellement solides, j'étais tellement entourée d'amour, Ouais. j'avais complètement sous-estimé à quel point ça allait me déstabiliser de me déraciner, en fait. Et on voit pas ça, on n'en parle pas assez chez les expats. On dit on les gens voient ça de l'extérieur: «Ah trop bien, elle vit aux États-Unis, en Californie, elle a tellement de chance». Sauf qu'en fait, les gens, ils ont leur famille autour d'eux, ils ont leurs amis avec qui ils étaient au collège et au lycée autour d'eux. En fait, ils se rendent pas compte aussi du sentiment de solitude que c'est que d'être, à l'autre bout du monde, déconnectés aussi des personnes qu'on aime parce que même si on leur raconte, ils ne le vivent pas, donc ils savent pas vraiment ce qu'on est Mhm. en train d'expérimenter et les personnes qui savent ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est des étrangers, on les connaît pas, on n'a rien partagé avec eux, on n'a rien vécu encore avec eux et donc une amitié, c'est long à construire et moi, ça m'a pris des années avant de pouvoir recréer des vraies amitiés, à me dire: «En fait, oui, là, c'est vraiment des amis». Ça Mhm. se crée pas comme ça. Mais ça, on oublie parce que quand on est dans le même environnement, on n'a pas beaucoup bougé, on se rend pas compte, en fait, de ça. Moi, je m'en étais pas rendu compte. J'avais pas assez bougé dans ma vie. J'étais partie à Poitiers pour mes études, j'étais revenue à Tours. Donc si tu veux, Pas très j'avais très loin pour tout le monde. j'avais mes racines, elles étaient bien là, tu vois? Contrairement à des personnes, tu vois, qui de par leur métier sont amenées à énormément bouger et cetera, ou des enfants qui ont été beaucoup, beaucoup bougés dans l'enfance.
moi, j'ai pas vécu ça. Je veux dire, j'ai toujours été dans la même région, donc là, je le vis pour la première fois et je me rends compte à quel point, en fait, l'équilibre, personnel, sa santé, son alimentation, son sommeil, dépend de tellement plus de choses que juste, savoir construire une assiette équilibrée et faire du sport, quoi. On en est très, très loin. Et donc, ce qui est bien, c'est que même si je le savais, j'ai pu l'expérimenter et j'ai pu être encore plus pertinente ensuite dans l'approche que j'avais. Je trouve que ça m'a permis de encore mieux comprendre et ça m'a fait énormément mûrir. Bon, déjà que je travaille depuis toujours avec des femmes qui ont du coup 20-30 ans de plus que moi, on a des Mmh. échanges qui me nourrissent beaucoup et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bosser avec elles parce que même si moi je leur apporte beaucoup de choses, elles m'apportent aussi énormément dans les échanges. Et donc là, j'ai pu mûrir aussi de par cette expérience-là, que j'ai vécue dans ma chair et je pense que ça a été d'autant plus bénéfique pour les personnes que j'accompagnais. Oui, c'est passionnant. C'est c'est vraiment passionnant de voir la prise ta capacité à prendre du recul, sur les choses. Parce que du coup, là, il y a une question qui m'est venue à l'esprit et qui vient souvent pendant le podcast, c'est en gros, là, tu te rends compte que tu as les troubles alimentaires, tu as les troubles de sommeil, tu es ultra éloigné de ta famille et alors que finalement, inconsciemment, c'était très présent par le passé, mais c'était tellement inconscient en fait que tu t'en rendais pas compte. Est-ce qu'il y a un moment qui est difficile à cette période-là pour toi, où tu te dis: Je vais peut-être tout arrêter» ou «Je rentre» ou voilà. Qu'est-ce que tu Ouais. as pu vivre là-bas? Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y avait cette culpabilité de pas être bien, alors que j'étais en train de vivre ma meilleure vie. C'est-à-dire que OK. je suis en train de vivre mon rêve. Je suis aux États-Unis, ça fonctionne. Je suis avec des gens hyper intéressants. Je vis des expériences de dingue. Je rencontre plein de monde. Je fais vraiment des trucs trop chouettes que j'aurais jamais imaginé faire. Je me retrouve dans M6 à faire un reportage, ils viennent me filmer, enfin, tu vois? Je fais plein d'expériences comme ça. Je bosse pour des grosses boîtes de la Silicon Valley, je bosse avec Facebook, Google, Microsoft, Airbnb. Je me retrouve à faire des trucs incroyables et je me dis: «Mais c'est ma meilleure vie» et d'un autre côté, je me suis jamais sentie aussi seule. J'ai des troubles avec lesquels il faut que je deal, et je me dis: «Bah, c'est très culpabilisant» parce qu'en fait, tu veux surtout pas inquiéter les gens que tu aimes, donc tu le dis pas à tes amis, à ta famille, tu veux pas les inquiéter. D'un autre côté, ils se rendent bien compte qu'il y a des trucs qui vont pas, parce qu'ils te connaissent quand même. Hem, D'un autre côté, tu te dis: «Beh, je suis tellement loin et qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire pour moi?» D'un autre côté, je Mmh. vais pas rentrer parce que je suis en train de vivre mon rêve. Donc tu vois, tu es un peu pris dans tous un peu ces trucs-là et c'est OK, en fait. C'est OK d'être là-dedans. C'est tu vois, cette ambiguïté de dire: «Bah, oui, je vis mon rêve» et d'un autre côté, j'ai un mal-être parce qu'il me manque quand même ça, ça, ça Mmh. et en fait, j'ai tellement déstabilisé ma vie pour pouvoir arriver à atteindre ce rêve, que forcément, il y a un temps d'adaptation et donc en fait, il y a que le temps qui aide dans ces choses-là. Donc c'est juste de prendre conscience de qu'est-ce qui est déstabilisé, comment est-ce que je mets en place quelque chose et comment ensuite je laisse faire le temps, à partir du moment où tu as mis en place les choses pour pouvoir reconstruire. Reconstruire une stabilité, reconstruire une famille de cœur, reconsolider des fondations qui ont été déstabilisées. J'ai jamais envisagé de rentrer, mais je me rappelle d'un matin où je vais bosser et je pleurais beaucoup parce que, bah, je comprenais pas ce qui m'arrivait et avant de comprendre que c'était un burn-out et j'avais cette culpabilité énorme, vraiment et je me dis: «Mais pourquoi, en fait, je suis là?» Tu sais, je me suis posé la question un jour. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Genre, c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi la vision?» Et moi qui ai toujours su, depuis que j'ai 6 ans, ce que je veux faire dans la vie, qui est drivée par une motivation, une envie de dingue parce que j'aime trop et je suis une passionnée et là, je me rends compte que je sais pas, en fait, je sais plus. Tu vois? Je sais plus pourquoi, comment, genre c'est là où je me dis: «OK, là, il y a vraiment un truc qui va pas» et je suis très vigilante à ça aujourd'hui. Dès que je sens D'accord. qu'il y a un peu de la perte de sens, je me dis: «Oh là là, non, là, ça va pas. C'est que tu dors pas assez ou il y a un truc qui va pas». Donc je suis très vigilante à cette perte de sens parce que ça a été pour moi, ça a été le moment où j'ai réalisé vraiment que j'allais pas bien. OK. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi l'histoire que tu te racontes? C'est quoi le truc que tu te dis au moment où tu te rends compte que, bon, ça commence à être un petit peu difficile pour toi dans le cadre de tout ce que tu viens de nous partager?
à la fois tu vis ta vie de rêver et en même temps que tu culpabilises. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là quand tu sors de chez toi, tu es en pleurs, tu sais pas trop pourquoi d'ailleurs, tu vis ce que la vie t'a toujours voulu. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces 20 minutes peut-être où tu es en train de marcher dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as une idée de comment ça s'est passé? Ah bah, ouais, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu es là, j'ai besoin d'aide, en fait. J'y Ok. arrive plus. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est plus de réaliser que, en fait, ouais, là, j'étais dans un truc où je me dis, ouh, ça va pas, là, en fait. Genre, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être beaucoup plus cool, en fait. Enfin, genre, il y a des trucs qui vont pas, là. Et donc, oui, c'est de réaliser que là, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on m'aide à mettre le doigt sur qu'est-ce qui va pas, et puis qu'on m'aide à me dire par quoi tu recommences, en fait. Alors, bon, la solution, je les ai trouvées, tu vois, genre petit à petit, j'ai commencé l'écriture, j'ai commencé à faire du journaling, j'ai recommencé à dormir, je me suis formée davantage sur l'alimentation aux États-Unis, quelles étaient la différence avec la France, pourquoi est-ce que ça me posait des problèmes aux US alors que j'ai Ouais. jamais eu de problème en France. Donc en fait, j'ai trouvé les solutions dans la formation, dans vraiment, et puis de remettre en place des routines pour mieux me connaître, en fait, tout simplement. Ce qui me permet aussi aujourd'hui d'être très au clair quand je te l'explique, parce que du coup, moi, je l'ai processé et que j'ai compris aujourd'hui ce qui s'est joué. Ouais. Ok. Pour les personnes qui ne connaissent pas Alexia, déjà, je vais vous inviter à faire une chose, c'est d'aller voir son compte Instagram. Abonnez-vous, enfin, faites ce que vous voulez. Mais allez suivre parce que là, elle nous partage, moi j'estime une masterclass, mais elle est comme ça tout le temps. Donc, vous en faites pas. Vous allez là découvrir à travers toutes ces vidéos, c'est la même. En plus, c'est les mêmes conseils. Donc, vous allez voir, c'est assez cool pour ça. J'aimerais bien qu'on poursuive un petit peu sur ton parcours. Euh, Tu as commencé solo avec quelques clientes à l'âge de 20 ans. Tu as évolué énormément après quand tu es parti aux États-Unis. Moi, j'ai déjà une question, c'est qu'est-ce que les États-Unis t'ont apporté dans ton développement alors, entrepreneurial, mais même de mindset et tout? Qu'est-ce que tu en as tiré de tout ça, comparé à la France, c'est pas pour cliver, mais juste pour voir une différence, s'il y en a une. Ouais, bah, je pense que moi, pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place. Euh, Ok, quand tu vas là-bas, dans la Silicon Valley. Je suis avec des gens qui te font des masterclass à chaque fois qu'ils te parlent. Et, et en fait, je suis nourrie par tous les échanges que j'ai. euh, et je me sens beaucoup plus alignée parce que en France, quand je partageais mon ambition, les gens prenaient ça pour de la prétention ou alors me disaient que je rêvais, tu vois. Genre, mais c'était très péjoratif. Je parle ok, pas de mon entourage proche, des gens qui me connaissent, de mes amis, de ouais, bien ma sûr. famille, qui ont toujours été extrêmement soutenants. Je parle plus de l'ambiance globale. Et quand j'arrive aux États-Unis, déjà j'arrive avec une carte verte à la loterie dans la Silicon Valley, qui est l'endroit le plus cher quasiment des États-Unis, alors que j'ai pas un rond, que j'ai pas de métier puisque j'ai tout à reconstruire. Mhm. Et en fait, je décide de faire du networking pour me faire connaître parce qu'il faut bien que je récupère des clients. De toute façon, hein, il y a un moment, faut y aller. Donc, je choisis l'option networking. Donc, je vais à plein d'événements francophones parce que pour le coup, je parlais pas anglais. Donc, au début, je pouvais pas trop me pitcher en anglais puisque je ne parlais pas anglais. Donc, je vais sur tous les événements francophones que je trouve. Donc, French Tech, Café d'accueil, les French Moms, tout ce que tu veux. Donc, je passe vraiment des mamans qui ne travaillent pas pour s'occuper des enfants à pitcher avec des mecs qui ont des startups à plusieurs millions. Je vais à tous les événements francophones qui existent. Je suis partout et j'explique ce que je fais et je raconte mon histoire. Et là, les gens, pourtant qui sont plutôt français, hein, du coup, au final, vu que j'allais, ou en tout cas Mhm. francophones, euh, me regardent et me disent, bon, bah, t'es un peu taré, mais c'est cool, je pense que t'as raison. Genre, t'y crois, on voit que t'as envie, donc bah vas-y, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'aux États-Unis, il y a ce truc où les gens, en fait, sont là, bah, si tu penses que c'est la bonne chose à faire, bah vas-y. Genre, tente, en fait. Au pire, tu te casses la gueule, t'apprendras forcément. Donc vas-y, quoi. Et en France, où l'échec est quelque chose de tellement jugé, euh, moi, j'ai pas du tout cette vision-là, en fait. Pour moi, l'échec, c'est une bonne nouvelle parce que t'apprends. T'apprends beaucoup plus dans l'échec qu'en la réussite. Alors après, je vais pas souhaiter des échecs à tout le monde et à Bien sûr. moi non plus, hein. Mais ce qui est évident, c'est qu'en 14 ans d'entrepreneuriat, les moments où j'ai le plus appris sur moi et où j'ai le plus fait grandir mon entreprise, c'est quand ça marchait pas.
tu vois? Enfin, vraiment. Genre. Et ce qui est intéressant, c'est que tu découvres, donc moi j'ai découvert dans la Silicon Valley l'univers des startups, donc tout ce qui était aussi l'univers bah, des levées de fonds. Mhm. Et tu te rends compte qu'en fait, les gens qui donnent de l'argent à des projets, ils donnent plus d'argent aux gens qui se sont cassés la gueule et qui sont à leur 3e, 4e tentative que ceux pour qui c'est la première. Parce qu'ils se disent, bah ouais, mais Génial. en fait, si tu t'es cassé la gueule et que tu reviens, tu as forcément appris. Si tu reviens, c'est que tu as envie. Et donc, en fait, c'est que tu es ultra motivé. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu as cette capacité à t'être remis en question, à avoir digéré l'échec et à être revenu. Donc, en fait, bah, potentiellement, tu vas beaucoup plus réussir que la personne qui arrive la fleur au fusil, qui a jamais craché une boîte, en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a beaucoup fait changer mon regard sur ce qu'est l'échec. Pour moi, l'échec, maintenant, c'est quelque chose de plutôt positif, dans lequel on apprend, même si ça fait pas plaisir sur le moment. Mhm. Mais je vois pas ça comme quelque chose de honteux. Et c'est Avant, trop. c'était différent. Ouais, je pense qu'avant, j'avais une peur terrifiante de l'échec. Je Ok, voulais pas décevoir, me décevoir moi en premier, on est d'accord. bien sûr. Euh, mais ouais, j'avais terriblement peur de décevoir. Quand je suis partie aux États-Unis, c'était même pas une option que je rentre. C'était même pas une option. J'aurais curé des chiottes, genre 24 heures par jour pour ne pas rentrer. Parce que, Ok. parce que rentrer, ça aurait été un échec et que je comprenais pas en fait que l'échec, ça peut aussi être quelque chose d'extrêmement positif. Donc, moi, j'étais partie vraiment en mode, il n'y a pas de plan B en fait, ça va marcher. Euh, Aujourd'hui, je vois les choses différemment, je vais plus faire attention à ma santé physique, à ma santé mentale. J'ai appris à dire non aussi à des projets parce que j'ai appris que quand Ok. je disais non à des projets, je me disais oui sur d'autres et que je laissais la place à des choses qui me plaisaient davantage. Là où Mhm. avant, moi, j'ai tellement peur de manquer que je disais oui à tout le monde et à tout et c'est comme ça que je me suis cramée aussi. Là où maintenant, en fait, je me respecte davantage. J'ai appris à me respecter plus aussi. Mais tout ça, ça vient grâce justement aux difficultés que j'ai rencontrées, tu vois. Ok. Est-ce que tu aurais une difficulté? Enfin, je sais que tu en as eu pas mal. Je veux dire, en 14 ans d'entrepreneuriat, et moi j'en ai suivi quelques-unes. Je crois que c'était il y a un an. Je vais voir si je me trompe pas. Mais tu as vécu des difficultés. Et ce qui est génial, c'est qu'au moins tu as l'honnêteté de nous le partager. Et je pense que de toute façon, Alexia, elle est comme ça. Donc c'est pas un problème. Mais est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours entrepreneurial ou de femme, enfin, prends le parcours ce qui te porte le plus en fait à ce moment-là, où sur le coup, l'échec, tu as eu l'impression que t'es tombé sur les épaules et c'était lourd à porter. Mmh, je trouve que franchement, en toute honnêteté, la pression de réussite que je me mettais à ne pas vouloir vivre d'échecs était tellement plus lourde sur mes épaules, que, finalement, avoir des difficultés, tu vois? Ok. Je pense que c'était beaucoup plus difficile de vivre avec cette pression que je me mettais toujours d'être parfaite et de vouloir tout réussir. Où là, c'était dur, genre vraiment. Ou maintenant, où j'ai plus de recul là-dessus, où je suis toujours, hein, quelqu'un qui essaye toujours de faire les choses de la meilleure façon possible. Quand Hmm. je fais des erreurs, je m'en veux encore, tu vois? Mais je me regarde avec plus de bienveillance et voilà, je pense que c'est, c'est mon regard sur moi qui a pas mal changé vis-à-vis de ça. Et après les difficultés en soi, bah, comme je t'ai dit, en fait, je trouve que c'est des choses qui font tellement progresser que du coup, je suis plutôt OK avec ça. Ok. C'est vraiment passionnant aussi. En fait, on voit chez Alexia une capacité à prendre du recul ultra rapidement qui fait que même s'il y a un échec ou une difficulté, tout de suite, tu as cette capacité de te dire, OK, limite, moi c'est ce que je partage à certains de mes clients, ils n'aiment pas quand je leur pose cette question-là, mais c'est quoi le cadeau? Et à Mmh. chaque fois que je leur pose cette question-là, mais il n'y en a pas de cadeau. Bah si, il y en a forcément un. Déjà parce que l'univers, il est super bien foutu. Donc si tu échoues ou si tu n'y arrives pas dans un truc, c'est certainement que tu as peut-être mieux à faire, soit pour toi, soit pour ton entreprise ou autre. Et en fait, toi, tu vois toujours, j'ai l'impression que tu es dans cette optique-là, de te dire, OK, c'est quoi le cadeau? Ouais, bah, c'est la résilience, en fait. C'est la résilience, mais c'est plus facile quand ça fait partie de tes traits de personnalité à la base, je pense, que quand tu ne l'es pas et qu'il faut le travailler, tu vois? Moi, j'ai Toi, dû ça a toujours travailler. été ton cas?
Ouais, je pense que j'ai toujours été là-dedans parce qu'en fait, très, très vite, j'étais confrontée à des situations difficiles où si je n'acceptais pas, je c'était insurmontable. Donc Ok, du coup, si tu veux, bah, tu apprends à accepter, les choses très vite et à dire: «OK, bah, c'est que ça devait se faire comme ça, en fait. C'est que ça devait arriver de cette façon-là» et du coup, bah, très vite de dire, comme tu dis: «L'univers est bien fait, il y a tout le temps des cadeaux cachés», si on a envie de les voir, encore une fois et des fois, il faut vraiment chercher. Faut vraiment, vraiment chercher mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a toujours des choses qui te permettent, d'avancer et puis de se dire: «Mais en fait, si tu es encore là, c'est qu'il y a encore tellement de choses à faire, donc ne perdons pas de temps, allons-y». Donc c'est voilà. Mais pour le coup, ça, je l'ai pas trop travaillé, dans le sens où ok, c'était quelque chose que j'avais déjà très jeune. ok. En gros, la vie t'a façonné pour que tu puisses avoir aussi cette résilience-là au fur et à mesure. Ouais, de d'avoir, cette capacité à rebondir toujours, à être très combative, hem et à voir la vie comme un cadeau, tu vois? Genre, c'est Hmm. marrant quand j'étais ça fait longtemps que j'ai pas eu la j'en ai pas parlé, que j'ai pas eu la discussion d'ailleurs. Tu sais, des fois, souvent, les gens te demandent si tu as peur de mourir ou si tu as peur de vieillir, tu vois? Mhm. Et moi, c'est toujours une question qui m'a, heu, tellement fait rigoler, tu vois? Enfin, parce que moi, je me dis: «Mais tous les jours, c'est un cadeau». Mais moi, si tu veux, les gens le Hmm. savent sur le papier, mais moi, je le ressens. Tu vois? De me dire, chaque journée, en fait, c'est un cadeau, c'est tu du temps en plus et moi, je ne vois pas en me disant: «Il me reste tant à vivre, en bonne santé» ou «Il me reste, autant». Enfin, pour moi, c'est pas dans ce sens-là, en fait, c'est tous les jours, c'est un bonus et j'ai ça fait, tu vois, très, très longtemps que je vois la vie de cette façon-là, où finalement, tous les matins, je me dis: «Bah, trop bien, quoi, genre, je suis encore là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de super chouette, pour, faire avancer mon petit monde, quoi?» Qu'est-ce que tu appelles par ton petit monde? Bah, les gens que j'aide, mon ambition, que ce soit quand je dis les gens que j'aime aussi, tu vois? Mon entourage, Mhm. bah, quelle va être ma contribution aujourd'hui à tout ça, quoi? Que ce soit pour ma vision à moi, mes objectifs futurs, mais Mhm. aussi, bah, ma vision qui inclut forcément, les gens que j'aime et qui inclut aussi, les gens que j'aide, donc mes clientes et donc je me dis: «Bah, voilà, tous les matins, je suis contente de me dire: "Je vais pouvoir faire des choses aujourd'hui pour contribuer à ça"» et aider plus de monde et m'aider moi aussi, quoi, par la même occasion. Avant qu'on passe bascule sur un autre truc, mais il y a un truc qui est fascinant dans ce que tu me partages, c'est qu'à chaque fois tu te remets au centre et j'ai la sensation que c'est une force de dingue chez toi et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient se connecter à ça, de se dire en fait: «Je le fais aussi pour moi» et tu le répètes à plusieurs reprises en fait et j'ai la sensation que ça te drive, c'est-à-dire que entre guillemets, même si la journée s'est pas bien passée ou qu'il y a des choses qui ont pas été au bout de ce que tu avais envie de faire peut-être, ou pas comme tu voulais si tu veux. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu te connectes, en fait, tu le fais pour toi et bah, du coup, tu vis l'expérience et le résultat, il est agréable ou moins agréable, mais en tout cas, il est comme ça et moi, j'ai vécu. J'ai l'impression que tu as moins cette épée Damoclès de te dire: «Il faut absolument que je réussisse». En fait, j'ai la sensation que le regard des autres, il est pas forcément trop présent, donc il te touche pas trop, en fait. Mmh, ça touche toujours quand même un peu, OK. mais je fais en sorte, ouais, je fais en sorte qu'ils me touchent pas trop, effectivement. Parce que les gens vont toujours te regarder avec leur spectre à eux, Ouais. avec leur histoire, avec leur trauma, avec leur passé et vont toujours te voir en fonction de ce que tu vas leur renvoyer. Et je suis très consciente de ça. Donc je me dis, oui, qu'à la fin de la journée, en fait, il faut absolument que je fasse les choses pour moi parce que si moi je fais les choses bien, toutes les personnes que j'aide, elles seront bien aussi, tu vois? Mmh mh. Si je me respecte, on va me respecter et si je m'aide, bah, je serai plus à même d'aider les autres. Donc au final, c'est vrai que je pense que ça va avec la résilience, c'est-à-dire de comprendre qu'au final, tu ne peux pas, heu, changer les autres. Tu peux pas contrôler les autres. Tu peux pas contrôler ce qu'ils pensent de toi, tu peux pas contrôler ce qu'ils font de leur vie, tu peux pas contrôler, qu'ils se fassent du mal, du bien. Tout ça, en fait, tu ne peux pas le contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est la façon dont toi, ça va t'impacter. Est-ce que ça va être une douleur ou pas? Et ce que tu peux contrôler aussi, c'est comment toi tu rayonnes pour les impacter. Mmh.
mais tu ne choisis pas ce qu'ils vont prendre de ce que tu rayonnes, en fait. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'être la plus inspirante possible parce que je me dis qu'en dégageant de la bienveillance, en partageant mes connaissances, en inspirant, peut-être que je vais pouvoir générer des déclics, peut-être que je vais pouvoir, aider des personnes à changer de vie, à prendre conscience que, bah, elles sont bien plus que ce qu'elles veulent bien admettre aujourd'hui et cetera. Mais à la fin de la journée, c'est ces personnes-là qui ont le déclic, c'est ces personnes-là qui prennent conscience, tu vois? Je veux dire, c'est pas je ne maîtrise pas ça. Je maîtrise pas, de qui va aller mieux, qui va pas aller mieux. Je fais de mon maximum, mais après tout est entre les mains de la personne. Des fois, je suis le petit déclic pour une personne et c'est formidable, mais je suis le déclic, parce qu'il y a eu plein de chemins de fait avant et puis il y aura d'autres chemins de fait après, en fait. Donc c'est aussi d'être suffisamment, au clair aussi pour dire que je suis pas une magicienne, je suis pas une gourou, j'aide à ma façon et j'aide en restant à ma place, en fait. Je veux pas prendre la place de ce que je suis pas non plus, quoi. Génial. Pour poursuivre un petit peu, tu as un parcours entrepreneurial qui je trouve tellement riche. Tu commences à l'âge de 20 ans, donc il y a quasiment 14 ans, solo. Aujourd'hui, tu as 14 personnes enfin, en tout cas, tu gères 14 personnes avec les différentes entreprises. Comment ça se passe lorsqu'on passe de solo? Parce qu'en fait, toi, tu t'es mis. Alors, je sais pas si tu étais déjà en ligne avant le Covid, peut-être un petit peu. Ok, pas du tout. Donc, entre guillemets, merci le Covid. Et donc, tu passes. Tu as toujours été solo avant, c'est ça? Ok, donc tu passes de solo tout le temps, tout le temps, tout le temps, zéro en ligne, à bah, du coup 100% en ligne, avec maintenant une équipe de 14 personnes. Comment tu as réussi à gérer l'arrivée de membres dans ton équipe et le développement de ton business? Parce que j'ai la sensation aussi, mais je peux me tromper, que ton business a pris un nouvel essor en te mettant en ligne, avec une croissance plus importante, notamment avec les équipes. Bah, chiffre d'affaires, je pense que ça va avec. En tout cas, si tu n'as pas de chiffre d'affaires en général, tu n'as pas les équipes. Mais du coup, ça a évolué. Comment tu as vécu ça, toi? En gros, tu es arrivé en ligne 2020, 20, 2021, du coup? 2020 pendant le Covid, ouais. Ok. Tu étais toujours solo? Oui, bah, mars 2020, du coup, je décide de faire des cours en ligne parce que je peux plus faire des cours en Bien présentiel. Je sûr. suis toujours à San Francisco à l'époque et puis, je vois que ça marche bien. Du coup, très vite, je m'organise et juin 2020, je lance ma plateforme. Donc, je gère tout mon business model en quelques mois et je lance directement la plateforme en juin, donc 2020. Et les premières personnes de l'équipe, on commence vraiment à arriver, on va dire, en fin d'année, donc entre septembre et décembre. Au début, je déléguais un peu, bah, un truc à ma mère, un truc à ma sœur, Hmm. copine qui était en école de design et cetera. Donc au début, c'est du bricolage et puis en décembre, je décide vraiment de prendre une personne, pour m'aider vraiment voilà, de l'extérieur, pour le coup, un vrai Ok. recrutement. Cette personne est toujours avec moi aujourd'hui. Ok. Heu et puis, petit à petit, du coup, bah, voilà, je structure comme je peux. La croissance, comme tu l'as dit, elle a été extrêmement rapide. J'ai l'impression d'être, accrochée à une moto, avec, l'accélérateur qui est coincé et puis toi, tu t'accroches comme tu peux, tu serres les dents. Hem, En essayant de rester la plus alignée possible, de pas me faire parasiter par des choses, qui bah, voilà, on me dit: «Ah, faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça» et moi je suis: «Ah non, ça je le sens pas». Donc j'essaye de rester très fidèle à ce que je ressens et à ce que j'ai envie de faire, de le faire comme j'ai envie de le faire. Du coup, je fais des erreurs, mais c'est beaucoup plus facile quand c'est toi qui t'es planté, en suivant tes propres, Ok. inspirations, puisque du coup tu apprends. Donc voilà et puis, bah, ça grossit, ouais, ça grossit bien, petit à petit. Il y a eu un gros game changer en mai 2021 avec, du coup, un post sur Instagram qui s'est un peu emballé, qui est passé dans l'algorithme, qui m'a ramené beaucoup, beaucoup de monde d'un coup. Je passe les 100 000 abonnés alors que j'étais à 40 000 jusque-là. Ok. Je passe les 100 000 abonnés en quelques jours, donc c'est assez, fulgurant et puis, bah, au final, voilà, je me dis: «OK, c'est dur, mais j'apprends plein de choses, je fais des erreurs, mais j'avance aussi». Je mets tout le temps les clients au centre, donc la priorité, c'est leur expérience à elles Mhm. et je communique énormément avec elles. Je prends un maximum de feedback pour savoir justement, comment est-ce qu'elles se sentent, comment je peux améliorer mes programmes et cetera. Donc je co-crée beaucoup avec ma communauté sur les différents programmes
Et puis voilà, après, bah, l'équipe, ça se structure, ça grossit, ça va, ça vient. Il y a beaucoup d'allers-retours. Quand on a une entreprise qui fait de l'hypercroissance, malheureusement, il y a des personnes qui ne suivent pas dans l'équipe parce que ça va très, très vite. Et donc, il y a des personnes qui arrivent à s'adapter, qui grandissent, et puis d'autres qui n'arrivent Mhm. pas à s'adapter, qu'on doit laisser partir. Donc, c'est pas évident non plus. Et donc, c'est d'arriver en fait à dissocier la part chef d'entreprise de la partie personnelle aussi, et de se dire, Ok. bah, dans mon intérêt à moi, il y a ça, mais dans l'intérêt de la boîte, il y a ça, et d'essayer de faire cohabiter les deux pour que les deux soient respectés, la boîte et moi. Ok. Donc voilà, c'est tout, c'est une super façon d'apprendre sur soi en fait. Mon business a énormément évolué, mais j'ai aussi énormément évolué, et je pense que j'ai énormément évolué grâce à mon business, et qu'aujourd'hui mon Hmm. business évolue énormément aussi grâce au travail que je fais sur moi. Et j'ai la chance aussi, et c'est vrai que mes amis entrepreneurs me font souvent cette remarque-là, d'être tellement alignée avec mon business parce que il n'y a pas de dissociation. J'ai créé quelque chose sur mesure par rapport à mon parcours, à ma personnalité, à ma vision et aux personnes que j'ai envie d'accompagner. Donc c'est vrai que les 2 sont très liés, ce qui fait que dès que moi, il y a des choses qui changent dans ma structure, dans personnel, quand je fais du travail sur moi et que j'évolue, Mhm. là, c'est illico presto sur la boîte, en fait, on le voit. Et du coup, c'est illico presto sur les équipes aussi. Et Mhm. donc, des fois, bah, du coup, il faut réajuster au niveau de la boîte, au niveau des équipes, parce que tout est tellement connecté que quand moi je bouge, tout bouge. Ok. Mais c'est un avantage parce que ça veut dire aussi que ça va très vite, parce que ça va à mon rythme et que je sais que j'ai un rythme qui va quand même relativement vite. Et donc, bah, l'avantage, c'est que la boîte va vite aussi, quoi. Ok. Je trouve ça fascinant, mais il y a une question que je me suis posée tout à l'heure, c'est comment tu as fait, euh, comment tu as acquis le truc de passer en gros du one-one ou du collectif présentiel à du, finalement, ta plateforme en ligne. Je crois que enfin, si je comprends bien, tu donnes encore des coachings collectifs via Zoom. Ouais. Et dans la semaine, via ton club, ils ont aussi accès à des coachings collectifs via Zoom. Comment tu passes de physique et pas, beaucoup d'individuels aussi à l'époque à 100% en ligne? C'est quoi le shift de... Comment tu... En fait, j'essaie d'être synthétique, mais comment tu passes, comment tu prends tout ce que tu as dans la tête de ce que tu mets dans l'individuel à disponible à tout le monde en vidéo? L'avantage, ça a été le nombre d'années d'expérience. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de coaching en one-on-one, à 30 cours par semaine. Ok. Euh, donc, plus de 15 000 heures de coaching en one-on-one en 10 ans, tu vois. Hmm. Donc, du coup, je sais, je connais par cœur mon avatar. Je sais exactement de quoi elle a besoin. Et je sais exactement quelle est la part qui va parler à tout le monde et quelle est la part qui va être de l'individualité. D'accord. Mais parce que je connais mon avatar par cœur. Tout part de là. Donc en fait, c'est hyper facile de créer mes programmes en ligne parce que je me dis les 80% dont tout le monde a besoin en termes de connaissances, en termes de pratique, Mhm. ça, je mets dans les programmes. Je fais des D'accord. vidéos qui vont parler à tout le monde. Et sur les 20% où il y a besoin d'individuel, je mets en place des coachings de groupe où les gens peuvent me poser toutes leurs questions et où je peux parler de l'individuel. Et c'est hyper puissant parce que dans les coachings de groupe, quand une me pose une question, ça rebondit forcément sur une autre, etc. Donc ça permet en fait que tout le monde bénéficie de mes connaissances, de mes réponses. Euh, des fois, il y en a qui sont timides, qui n'osent pas poser des questions, mais qui du coup bénéficient des réponses des autres. Et donc, ça fonctionne super bien comme ça. C'est pour ça que je ne propose aucun programme en evergreen et que tous mes accompagnements proposent du coaching, vraiment. Ok. Parce que pour moi, sinon, ça veut dire que je donne 80%. Et je suis pas OK avec ça, je suis pas alignée avec ça. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir, pour chacun de mes programmes, des coachings collectifs où les personnes peuvent me parler, peuvent me poser les questions et on peut aller creuser sur ces 20% où là, les personnes, ils ont besoin que ce soit plus par rapport à leur cas de figure. Ok. Donc aujourd'hui, tu as le club by Alexia. C'est lui qui a subi une hypercroissance en quelques années. Ouais, En gros, c'est ce que tu faisais en individuel que tu as mis en ligne. Et exactement. merci le Covid d'avoir permis à Alexia de le mettre en ligne parce que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui auraient besoin de ça. Euh, et surtout que là, vous êtes face à une personne qui, alors, qui est authentique, ça je pense que vous l'avez compris,
mais c'est une personne qui connaît très très bien son métier. Et pour moi, pour avoir été agrégé d'éducation physique par le passé, avant de démissionner pour être 100% coach, je sais ce que c'est que parler de physiologie, de santé, je connais son niveau. Allez-y, les yeux fermés, vraiment, 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 c'est du pain béni. Et pour poursuivre avec tout ça, euh, aujourd'hui, tu gères 14 personnes. Ça comprend le club et la FAP. Non, c'est que sur le club. Sur le Ok, club, d'accord. du coup, on est 14. Il y a 6 personnes en back office. Ok. Donc, tout ce qui va être, la gestion purement, de la structuration, voilà. Et après j'ai des coachs, donc j'ai des coachs sportifs Ok. et j'ai aussi des coachs, nutrition et ménopause, puisque, voilà, c'est les programmes que je propose, sont globaux, donc, on a différents coachs. Donc ça, c'est pour la partie sur le club et après sur la FAP, donc j'ai une cofondatrice qui est, Mhm. kiné et donc la FAP, on forme, hein, des professionnels, donc des coachs sportifs, des kinés, des ostéos et on a, une assistante également, qui nous aide, voilà. Mais on est sur la première année de la FAP, mais on a fait un super 1er lancement là, donc on est hyper contente et donc on va voir mais comment ça se développe, mais pour le moment, voilà, je fonctionne comme ça. Ok. Et comment on arrive à gérer sa vie? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui peuvent écouter ce podcast aussi, et c'est le but pour partager aussi un peu les coulisses finalement de la réussite. Comment on gère sa vie? Alors, privée, lorsqu'on est chef d'entreprise, euh, alors une hypercroissance, ça c'est un point particulier, parce que pour moi c'est une donnée de ta boîte. À la base, si tu es chef d'entreprise, tu as déjà toutes les problématiques de chef d'entreprise. L'hypercroissance en est une autre parce que ça amène une certaine rapidité et une pression supplémentaire. En tout cas, tu es chef d'entreprise, tu es passionné par ce que tu fais, tu es à fond tout le temps. Comment on gère sa vie privée? Alors, amicale, petite amie, bref. Comment on gère sa vie privée quand on a ta vie de chef d'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que... Ah, je te laisse parler. Écoute, j'essaye de me mettre le plus possible au centre, en tout cas de m'occuper le mieux possible de moi. Ok. Parce que que ce soit pour mes équipes ou que ce soit pour les personnes, que j'accompagne, je donne énormément. Je suis beaucoup dirigée vers les autres, je fais beaucoup de coaching. Il y a très peu de personnes, qui ont, une boîte avec le nombre de personnes que j'accompagne qui font encore, leur propre coaching, leurs accompagnements. Combien de Moi je suis personnes t'accompagnent? en 2023, j'accompagne 1 500 femmes Ok. Combien de et coaching tu donnes encore par semaine? je donne 8 coachings par semaine. Ok. Toutes les personnes Collectif. qui sont là, écoutez bien. Il y a beaucoup de personnes en ligne qui peuvent écouter, vraiment. Et de toute façon, je ferai un post là-dessus. Mais vraiment, c'est pas parce que vous avez énormément de monde que vous devez quitter les coachings. C'est-à-dire que vous pouvez être aligné avec vous-même et vous dire, j'accompagne 2000 personnes. Moi, j'ai envie d'être dans les coachings, je peux continuer de le faire. C'est un alignement pur. En fait, c'est une vraie masterclass, ce podcast, mais c'est un vrai alignement, quoi. C'est d'être capable de les laisser si on a besoin. Moi, j'ai eu besoin, tu vois, cet été de laisser certains coachings, parce que j'avais besoin de prendre plus de temps pour moi justement Mhm. et donc j'avais dans mon équipe des personnes qui étaient tout à fait capables de les reprendre et en fait, ça a pas été un problème, tu vois? Je veux dire, il y a pas un blocage en mode: «Ce sera moins bien si c'est pas moi», tu vois? Ouais. Je dis: «Ce sera différent, mais en fait, ce sera génial aussi et ça va apporter autre chose, aux personnes que j'accompagne», donc c'est de la richesse en plus pour eux, quoi. Donc, du coup, je sais quand j'ai besoin de laisser mes coachings, je sais à qui je peux déléguer. J'ai Ok. des personnes sur tous les pôles qui peuvent me remplacer. Donc, que ce soit en nutrition, que ce soit en accompagnement, bien-être, tu vois, tout le travail de mindset, tout ça, j'ai une coach qui peut prendre le relais. Sur la ménopause, j'ai une coach qui peut prendre le relais. J'ai des coachs sportifs sur ma plateforme. Donc, en fait, je peux vraiment déléguer tous mes coachings si je le souhaite. Et après, moi, c'est un vrai kiff de les faire. J'ai besoin d'être connectée à ma communauté. Tu vois, c'est pareil pour Instagram. Il y a plein de personnes, à partir du moment où ils ont 20 000 30 000 personnes, ils veulent plus s'en occuper. Encore une fois, il y a beaucoup de gens aussi qui et c'est OK, c'est pas un jugement, mais qui Ouais, font bien pas sûr. ça pour les mêmes raisons que moi. C'est-à-dire que, moi, je suis totalement en amour des personnes que j'aide et j'ai besoin d'être connectée à ces personnes-là parce que c'est ma source numéro 1 d'inspiration.
Tu vois? Donc si je Mmh. suis pas connectée via Instagram, que je discute pas avec mes membres, que je les ai pas en coaching live, que je prends pas le temps d'échanger sur leurs problématiques, bah, moi je sais plus quoi leur faire quoi, parce que j'ai tout co-créé avec elles. Donc à chaque fois que je crée quelque chose, c'est parce qu'en fait j'ai une demande. Heu, donc au final, j'ai besoin moi de ça, sinon je suis pas inspirée, tu vois? Je sais pas, je saurais pas quoi leur raconter si j'étais dans ma tour d'ivoire, toute seule dans mon coin et que je leur parlais plus. Donc ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de ça. Donc ça me fait kiffer, donc je les garde. Et après par contre, ce qui est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de savoir que on peut le déléguer et que, de savoir comment on le fait si on a envie de le faire. Voilà. De pas garder les coachings pour une mauvaise raison. C'est ça que j'ai envie de dire. Mmh. J'adore. Ça, c'est top. Parce que du coup, tu travailles encore beaucoup, dans l'opérationnel, on va dire. Hem, comment tu arrives à trouver c'est un peu une mauvaise question parce que je sais que tu as trouvé l'équilibre, mais comment tu gères ton équilibre avec, tes amis, ton chat, que je vois passer de temps en temps Oh là en là, c'est déjà story, hem, tes voyages? Comment tu arrives à trouver un équilibre, pour vivre, la vie rêvée, je sais pas, mais vivre ta vie? Ouais, après aujourd'hui, je m'en rapproche vraiment, tu vois? Je me pose souvent la question de et c'est une question d'ailleurs tous les entrepreneurs qui est super cool de se poser parce que moi ça m'aide beaucoup. C'est, si, tu as 15 000 € par mois sans rien faire, à quoi ressemble ton planning? Tu vois? Et moi je me la pose très souvent et en fait en vrai, aujourd'hui, il y aurait pas beaucoup de changements, tu vois? À faire. J'ai vraiment le planning que je kiffe. Hem Après, moi, j'essaye de trouver un équilibre, avec le sport qui est très important pour moi, donc je monte à cheval. Heu, Mmh. au niveau des amis, bah, j'essaye de me créer des cercles d'amis parce que je suis très nomade, donc c'est pas évident quand on est nomade parce qu'on bouge tout le temps. Donc j'ai quand Mmh. même réussi à créer un petit cercle d'amis, à Lisbonne. À Paris, j'ai aussi, des amis, parce que je passe beaucoup de temps, aussi à Paris. J'ai toujours aussi des amis en Californie à qui je vais rendre visite, régulièrement. Et après, j'aime bien voyager aussi. Alors, soit voyager seule parce que ça me nourrit énormément, on va beaucoup plus vers les autres quand on voyage seul. Donc j'aime bien parce que ça me permet de parler à plus de gens et de faire des rencontres. Mais je voyage aussi avec mes amis ou avec ma famille. Là, je reviens de 2 semaines en Floride avec mon père. Donc j'essaye, voilà, de faire ce que j'aime et de toujours me poser la question de, si j'avais aucune contrainte financière, si j'avais aucune contrainte professionnelle, qu'est-ce que je ferais? Et du coup, de voir, ça permet en fait, en se posant la question dans ce sens-là, de mettre le doigt sur des choses sur lesquelles on n'est peut-être pas trop aligné et donc de pouvoir, leur trouver des solutions. Donc aujourd'hui, je suis dans une phase un peu moi de transition. J'ai beaucoup voyagé ces 3 dernières années, ce qui m'a énormément nourrie, énormément apporté. Je sais que l'année à venir va être encore, beaucoup en mouvement parce que, j'ai donc le livre qui sort là, dans quelques semaines, mon premier livre et puis que j'en ai un deuxième qui va sortir en fin d'année. Pas mal de voyages de prévus encore cette année. Et après, je me dis: «Bah, voilà, horizon 2025, j'aimerais bien aussi, avoir, une vie peut-être avec un tout petit peu moins de déplacements, en gardant quand même des voyages, mais peut-être, être un peu plus installée, sur Lisbonne». Parce que pour le Mmh. moment, je passe pas autant de temps peut-être que j'aimerais. Même si aujourd'hui ça me va bien, mais tu vois, j'essaye toujours OK. de me dire d'avoir une vision pour dans quelques années. Donc je me sens, pas frustrée dans le sens où je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas tout ce que je veux, mais je suis totalement consciente qu'on peut pas tout avoir en même temps. Mmh. Donc faut faire des choix. Pour moi, on peut tout avoir, mais pas en même temps, tu vois? Donc il y a un moment, il faut OK. aussi, voilà, savoir, ce qu'on veut, comment on le veut. Heu et aujourd'hui, bah, par rapport à ce que j'ai envie d'avoir, je l'ai, quoi, tu vois? Je veux dire, je suis hyper épanouie avec ce que j'ai aujourd'hui. Ce que j'aimerais avoir dans l'idéal, ce serait un partenaire. Maintenant, je suis aussi très au clair avec le fait que quand j'y pense d et que je le concrétise, je me dis: «Non, ça m'angoisse», tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas forcément la place parce que j'ai donné la place à d'autres choses qui, pour moi, Mmh. font plus de sens aujourd'hui. Hem et donc je me dis: «Bah, voilà, si c'est demain quelque chose qui est une douleur, je sais que je trouverai les ressources pour faire de la place, en fait». Me dire: «Bah, Mmh. voilà». Si je rencontre aussi, après on ne sait jamais de quoi est fait, mais je sais que aussi que si je rencontre une personne, qui me fera shifter mes centres d'intérêt,
je saurais prendre les décisions aussi pour faire de la place, tout simplement. Donc, aujourd'hui, par rapport à mes centres d'intérêt, ce qui me nourrit, là où je m'épanouis, je suis très au clair, et du coup, je suis pas frustrée par ce que je n'ai pas, dans le sens où, bah, je sais aussi que j'ai plein d'autres choses, tu vois? Et donc de Mhm. pas regarder toujours ce qu'on n'a pas, de regarder aussi ce qu'on a, et je suis tellement reconnaissante pour ce que j'ai que du coup, ça va, quoi. Fascinant. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. J'avais dit que je essayais de respecter un timing, mais des fois, les gens sont tellement passionnants que j'ai envie de rester 2 heures de plus. On va éviter, parce il y a des impératifs. Euh, Tu nous as partagé tout ton parcours. Je voudrais juste qu'on prenne quelques minutes pour partager le fait que tu as créé, donc tu as co-créé la FAP Academy, Féminine Activité Physiologie, qui est en fait une école pour aider les professionnels de santé euh, dans comment dire, l'adaptation de l'activité pour les femmes. Ouais, Euh, la promesse de la FAP Academy, elle est, elle est trop cool parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a vraiment 3 piliers sur cette académie. On s'adresse à tous les professionnels du sport et de la santé qui veulent travailler avec un public féminin. d'accord. Et ce qu'on leur propose, c'est un accompagnement à la fois sur la partie connaissance, avec 10 modules de formation où on va voir tout ce qui est autour du cycle féminin, de la ménopause, de la nutrition, santé, du périnée, de toutes les pathologies autour de la sphère féminine. Donc il y a 10 modules de formation là-dessus. Il y a un accompagnement business où du coup, je coach ces femmes entrepreneurs pour pouvoir vivre correctement de leur activité et je Mhm. les accompagne là-dedans. Et puis il y a toute la partie communauté où on crée des rencontres et on crée un groupe de femmes, donc des ostéos, des kinés, des coachs sportifs, qui du coup vont s'appuyer les unes sur les autres pour s'encourager, s'entraider, partager leurs difficultés, leurs réussites, et donc avoir en fait un réseau solide sur lequel pouvoir s'appuyer. Donc voilà, la FAP Academy, c'est vraiment ces trois Ok. axes-là. Tu partageais tout à l'heure que pour ton premier business, on va dire, le club, tu t'inspires beaucoup de ta communauté, tu es tellement connecté à elle que ça te permet de créer de nouveaux programmes, en tout cas, et surtout pour les aider. C'est parti du même principe? Bah oui, enfin, Évident. Oui, bah, de toute façon, mes business à moi, ils sont tellement, enfin voilà, ils sont tellement liés à moi que voilà. Écoute, le club, l'avatar, c'est ma mère. La FAP, Mhm. c'est moi l'avatar, tout simplement. Donc, Ok, j'ai créé ce que j'aurais aimé avoir il y a 14 ans quand j'ai démarré, quoi. trop bien. Est-ce que la sortie du livre dans quelques semaines est en lien avec la FAP ou est-ce que le livre est tout public? Alors, le livre qui sort, donc Cuisine avec Bérangère et Bouge avec Alexia, c'est vraiment un livre plutôt pour les membres du club, pour le coup. C'est un livre qui s'adresse à Mhm. toutes les femmes qui ont envie d'avoir une approche globale, bienveillante, avec des recettes qui sont gourmandes et qui ont les bons apports nutritifs pour faire la guerre au régime restrictif, et avec un programme sportif dedans qu'on peut faire à la maison et avec toutes les explications sur comment fonctionne le corps de la femme, la physiologie, la ménopause, le périnée. Il y a même des petites vidéos qu'on peut accéder avec un QR code à scanner dans le livre. Donc, j'ai vraiment mis de la théorie, de la pratique dedans. Et puis, je suis avec Bérangère, avec qui je travaille, qui fait partie de mon club en ligne depuis 1 an et demi maintenant. Et parce que j'adore ses recettes et on est totalement alignés sur notre vision de l'alimentation santé. Donc, plutôt un livre tout public. Il y a un livre qui sort sur la physiologie de la femme, donc qui sera plutôt un livre qui sera un petit peu plus en lien avec la FAP, mais qui sera quand même tout public, qui va sortir en septembre. Trop bien. Ouais. Franchement, euh, pour moi, c'était une masterclass ce rendez-vous. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais que j'avais envie d'avoir cette discussion avec toi par rapport à tout ce que j'ai vu, ton parcours. Et personnellement, ça m'inspire beaucoup. Euh, Moi, je suis plutôt dans la dimension de la psychologie, du fonctionnement de l'univers. Et je me dis que ça serait trop. Enfin, moi, dans mon objectif et dans ma tête, c'est que dans 20 ans, les personnes qu'on trouve perchées, c'est les personnes qui font pas de développement personnel. Tu vois, je me dis, je voudrais que dans 20 ans, les gens qui se disent que la spiritualité, les énergies, le fonctionnement de l'univers, alors quantique, ésotérique, métaphysique, toutes les personnes qui disent que ça n'existe pas, c'est eux qu'on dira, mais t'es sûr que t'as pas raté un coche en 20 ans? Donc voilà. Et en fait, toi, tu as cette
appétence au comportement physique des femmes en particulier. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que tu rends les choses extrêmement simples. Et donc, pour toutes les personnes qui ont écouté le podcast en entier, euh, moi, je pense que je vais le regarder plusieurs fois. Je vais le réécouter plusieurs fois parce que tout devient simple à partir du moment où tu l'expliques. Et c'est un cadeau. Et je pense que c'est peut-être des retours que tes clientes te font. Euh, à partir du moment que tu as quelque chose qui est passé dans ta tête, t'es tellement ancré, tellement posé, et quand je dis tellement, c'est vraiment positif, hein, que eh ben, ça ressort, mais c'est fluide, c'est digéré, c'est fluide, ça avance. Donc, je pense que les gens ont vraiment beaucoup de chance d'avoir une Alexia autour d'eux. Merci, t'es adorable, Alexis. Avec plaisir. Le but de ce podcast, c'est d'oser réussir, ou en tout cas, du coup, pour toutes les femmes peut-être qui vont écouter ce podcast, euh, d'oser être bien avec leur corps. Si tu avais un mot de la fin à partager avec le mot oser, alors pas forcément oser réussir, mais avec le mot oser, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes, hommes ou femmes, en tout cas, les personnes que tu as envie, tu voudrais leur passer quoi comme message aujourd'hui? De se faire confiance. Ok. Ouais. Je pense. Enfin, moi, quand tu me dis oser, ça me ramène à de se faire confiance. On, on sait toujours ce qui est bien pour nous. Après, pour X raisons, pour des peurs, pour des croyances, pour des douleurs, bah, c'est douloureux, des choses comme ça. Des fois, on préfère ignorer. Mais au final, on sait toujours. Et donc, de se faire je pense que les gens auraient besoin de se faire un petit peu plus confiance, heu, parce que s'ils avaient un peu plus confiance en ce qu'ils ressentent, hem, je pense qu'ils perdraient moins de temps à se planter. Ok. Alors, je pense que c'est le mot de la fin. Euh, je réinviterai peut-être Alexia dans un an et demi. Elle aura peut-être un peu moins de temps encore, parce que j'ai encore 10 000 questions à lui poser. Mais on va la laisser tranquille pour qu'elle aille à ses rendez-vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette masterclass. Euh, moi, je voudrais juste partager un truc pour les gens qui sont encore là. Allez voir vraiment ce qu'elle fait. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez entrepreneur ou non, allez voir ce qu'elle fait sur Instagram. Alors, je dis bien Instagram parce qu'à partir du moment où vous êtes sur Instagram, vous avez accès à tout. Et allez découvrir cette femme. Peut-être qu'elle vous donnera envie d'accepter votre corps. Peut-être ça vous donnera envie de vous remettre au sport. Peut-être ça vous donnera envie peut-être d'entreprendre à votre manière. Allez-y. C'est une véritable pépite. Merci. Avec grand Merci plaisir. infiniment pour, ton temps, ton invitation. C'était un plaisir. Mais c'est plaisir partagé. À très très vite. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.